Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. Pour cette matinée, grâce à Henri et en compagnie de Maxime et de Lucie à la technique, nous avons la chance de recevoir Roxane Fourgous, spécialisée dans l'accord bière et fromage, ingénieur agronome, si j'ai bien fait mon travail. Oui, tout à fait. Diplômée en bière anglaise. Anglaise, pas forcément. Mais voilà, école anglaise, c'était ça. J'ai fait un bachelor en anglais, pour la nutrition. Oui, voilà, un peu plus. Voilà, un très beau CV et voilà, ça va être fort sympathique parce que nous, en cette fin de matinée, on va être sur une dégustation. C'est ça. Donc un peu surprenante, quoi. Fromage et bière. C'est quoi l'idée ? C'est venu d'où ? D'où c'est venu c'est une bonne question, à l'apéro. Souvent, les meilleures idées démarrent à l'apéro. Voilà, c'est ça. Non, du coup, j'ai travaillé dans une fromagerie pendant 4 ans, donc une fromagerie locale à Saint-Vincent-Craménil, à la ferme du Ménil. Et donc, on travaillait le fromage tous les jours, puisque c'est une gamme assez variée, aussi bien sur des pâtes précédentes cuites qu'on pourrait, entre guillemets, rapprocher du Cantal, mais aussi bien sur des pâtes molles à croûte fleurie, comme le camembert, par exemple. Ou, le petit Havrais. Le petit Havrais, qui est par exemple pas une pâte molle à croûte lavée, qui est un peu leur produit phare, finalement, leur produit signature. Effectivement, et en fait, là-bas, à la ferme du Ménil, ils ont également un magasin de producteurs où ils sortent du coup des produits locaux. Et en l'occurrence, vu que mon ancienne patronne savait que j'adorais la bière et que je m'y intéressais beaucoup d'un point de vue aussi gustatif, elle m'a proposé de monter un bar, mais de monter un rayon avec plusieurs bières locales. Et en fait, en associant du coup à l'apéro les fromages avec les bières, je me suis aperçue que ça se mariait très très bien ensemble. Et en fait, il y a vraiment une explication derrière, c'est pas juste moi, mon point de vue. C'est que la bière et les fromages, ce sont des produits qui sont fermentés. Donc le fait que ce soit qu'on fasse appel à la fermentation, qu'elle soit alcoolique, lactique ou sur d'autres types de fermentation, on va pouvoir avoir des odeurs qui vont être très variées sur des profils très différents. On va pouvoir avoir aussi bien un profil fruité qu'un profil toasté par exemple. On va avoir des saveurs de base qui vont être totalement différentes, aussi bien un côté acide qu'un côté amer, comme on va voir d'ailleurs dans les 3 dégustations qu'on va faire juste après. Et pareil, au niveau des textures, on peut avoir des textures très différentes en bouche, des choses qui vont être fermes, au contraire des choses qui vont être liquides. Et le fait que ce soit très différent, qu'on ait une panel très variée, on va pouvoir jouer sur plusieurs combinaisons. On va pouvoir jouer sur des similarités, par exemple. On va pouvoir aussi jouer sur des contrastes, quelque chose de doux, quelque chose de fort, pour par exemple conduire un équilibre, ou au contraire la complémentarité. Donc ça, la complémentarité, j'imagine que vous le connaissez bien, puisque du coup vous êtes du domaine de la gastronomie, de la cuisine. Donc si on prend un ingrédient, un autre ingrédient, on met les deux ensemble, et ça va par exemple soit former un plat, soit on va aboutir à une 3e saveur, par exemple, un 3e goût. Moi j'avais une petite question, c'est en fait quand on est gastronome, on sait très bien que les plats, notamment les fromages, mais la gastronomie de manière générale, s'accorde bien par région. C'est-à-dire que si on mange un chavignol par exemple, on va boire un Sancerre. Si on, par exemple, un camembert avec un cidre, ça fonctionne bien, c'est la région, etc., etc. Et c'est vrai quand on est en Alsace, si on mange des fromages alsaciens, on va aller sur des Riesling, des vins, du cru. Ça, c'est un principe assez simple à comprendre, c'est que les terroirs fonctionnent ensemble, que ça soit ce qu'on boit et ce qu'on mange. Mais dans le domaine des bières, j'ai l'impression que l'idée d'un terroir, comme vous pouvez avoir avant les bières du Nord, etc., ça se perd, ça se mondialise, puisque finalement, il y a énormément de microbrasseries. Et en fait, est-ce qu'il y a encore des bières qui correspondent, bières du Nord, bières du Sud ? Est-ce qu'il y a encore une notion géographique de terroir des bières ? Dans ce cas-là, on pourrait dire, on peut aussi accorder les fromages avec les bières de la même région. Mais est-ce que ça veut dire encore quelque chose de la bière d'une région ? Est-ce qu'il y a encore ou alors, pour moi, la bière, on peut faire tout type de bière n'importe où. En fait, il n'y a plus l'histoire de terroir comme avec des vignes. Alors effectivement, dans le passé, en fait, ce qui conditionnait beaucoup la bière et qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, c'est l'eau. L'eau, c'est quand même l'élément principal de la bière en termes de quantité. Et en fait, dans chaque pays, l'eau est différente en fonction des strates géologiques qu'elle passe. Je vais vous citer un exemple qui est assez marrant, c'est les bières, ce qu'on appelle les Gose, qui sont faits du côté de Leipzig maintenant, mais à la base qui étaient faits dans la région, enfin dans la ville de Goslar. Et dans cette ville-là, Goslar en Allemagne, il y a un fleuve qui traverse donc cette ville-là, qui s'appelle, je crois Goslar, mais je ne suis pas sûre. Bref,
peu importe, ce fleuve, il traversait des mines de sel. Donc naturellement, cette bière-là avait un côté salé. Donc effectivement, il y a une notion de terroir. Comme à Dublin, on va faire des porters, par exemple, enfin des stouts, par exemple. Alors que, par exemple, en République tchèque, la Pils, qui fait finalement que cette bière, elle est très limpide, un peu croustillante en bouche, c'est aussi la qualité de l'eau. Bon, après, il y avait les houblons, les maltes et tout derrière. Mais il y a également justement la qualité de l'eau qui faisait que, justement, quand un brasseur brassait un style de bière, il le faisait à cet endroit-là et fin de l'histoire. Aujourd'hui, c'est plus le cas puisqu'on peut, en fait, le brasseur ou la brasseuse va pouvoir jouer sur finalement le profil de l'eau, et donc on peut faire à peu près tous les styles qu'on veut en fonction des houblons, puisqu'on peut importer des houblons des États-Unis, de Nouvelle-Zélande. On peut aussi jouer avec des houblons locaux. Après, il y a quand même une dimension de terroir qui peut rester, puisqu'en fait, par exemple, un houblon cascade ou je sais pas du Simcoe qui va être fabriqué, qui va être cultivé aux États-Unis, n'aura pas forcément le même profil aromatique que ce même houblon, du coup cultivé en Alsace. Donc il y a quand même encore cette notion de terroir, puisque du coup il y a des brasseries qui vont faire ce qu'on appelle des bières un peu locales, où elles vont récupérer justement les houblons du coin, des maltes français idéalement justement de la région aussi. Par exemple, la brasserie de Lally, qui est une brasserie normande, fait une bière qui s'appelle la Locale. Chaque année, la Total Locale par rapport au film Total Recall. Et donc, ils travaillent du coup justement avec les houblons du coin, avec les houblonniers du coin, les céréaliers du coin. Et donc, l'eau, pareil, du coin. Et ça permet d'avoir un peu un côté terroir. Après, ça pourrait revenir. Et je pense qu'il y a quand même des brasseries comme la bière de Garde, ça existe encore en France. Il y a aussi les bières du Nord, par exemple, parce que pour moi, tout ça, c'est un petit peu, c'est des volumes très importants, c'est un peu industrialisé. Est-ce que c'est encore les bières de Garde du Nord, les bières de haute fermentation du nord de la France, est-ce que c'est encore des bières typiques ou c'est des bières faites en gros volume et donc il n'y a plus trop de typicité? Je vais faire une réponse de Normande, ça dépend. Donc oui, effectivement, quand on pense, moi, bière du Nord, quand vous m'avez parlé du bière du Nord, effectivement, j'ai plutôt l'image des bières un peu industrielles qu'on trouve en grande surface. Mais il y a également, par exemple, là, j'ai travaillé avec la brasserie Au Baron, qui est une brasserie locale, justement. Alors, je n'ai plus la ville en tête. Et eux, ils font justement des bières saison et des bières de garde. Enfin, une bière de garde qui est à mi-chemin entre... Enfin, la cuvée des Jonquilles, c'est à mi-chemin entre la bière de garde et la saison. Et là, on retrouve justement les marqueurs des bières saison avec la levure saison. Et dans les Hauts-de-France, là, tu parles. Ouais, dans les Hauts-de-France, ouais. Okay. Et pareil, on peut imaginer en Alsace, tout ça, qu'il y a des brasseries qui restent... Pendant longtemps, il y avait la brasserie Schützenberger qui était traditionnelle, mais je pense qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Ou en tout cas, ils font les choses dans des conditions qui ne sont plus à l'ancienne, c'est-à-dire avec, encore une fois, le terroir, quoi. Il y a quelques brasseries qui travaillent encore un peu à l'ancienne, mais surtout plutôt du côté de la Belgique. Il reste encore aussi en France avec les micro-brasseries et tout ça, mais effectivement, il n'y a plus un style aujourd'hui. Et malheureusement, je sais qu'il y a certaines personnes dans le milieu brassicole qui recherchent à mettre en avant justement ces styles de bière. Aujourd'hui, malheureusement, oui, la bière de garde, c'est un peu en... On est passé dans une certaine forme de mondialisation. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, après, ouais, peut-être pas dans le sens... aujourd'hui, on a des bières très innovantes, comme là, je vais vous parler de la bière IPA qui est faite à la base avec des levures norvégiennes qui venaient, du coup, il y a quelques années, bien évidemment. Aujourd'hui, ça a été travaillé en laboratoire, mais à la base, ça venait justement des fermes norvégiennes faites dans des contextes en fait où ces bières-là justement n'étaient pas commercialisées, donc très difficiles à trouver, puisque finalement c'était encore fait à l'échelle justement de la famille ou du cercle proche, où il n'y avait pas une notion de vente derrière en fait. Et donc ça, on peut le retrouver encore un peu aujourd'hui justement avec ces levures norvégiennes. Voilà. Entendu. Maxime, moi j'avais une question un peu plus personnelle. Bien sûr. C'était quoi le premier accord qui t'a fait te dire tiens, la bière et le fromage c'est quand même quelque chose, quoi. Le Welsh. Alors vraiment, c'est marrant parce que d'habitude c'est pas ce genre de question-là qu'on me pose, mais ça me va très bien. Et c'est donc sur mon compte Instagram, parce que j'avais fait à la base un compte Instagram personnel qui s'appelle justement Bière et Fromage, que j'ai repris après sur ma version pro. Il a dit premier accord, et j'avais compris premier rapport, mais... Ah non. ça reste du domaine privé. Et du coup pour cet accord-là, c'était donc du coup la Tom Havraise au café de chez la ferme du Ménil avec une Guinness, où justement j'avais pas voulu faire quelque chose où je m'étais dit bon, c'est sûr que ça marche à tous les coups, on va faire un accord de résonance, donc on va prendre la même saveur d'un côté, la même saveur de l'autre, et les deux ensemble vont bien se marier. Bon, après, ce qu'il faut savoir avec ce genre d'accord, c'est que des fois on peut être tombé dans la suppression, associer ces deux goûts ensemble, finalement ça s'annule, ou soit des fois on peut aussi tomber dans l'écœurement, et auquel cas c'est pas agréable non plus, quoi. Moi je voulais préciser. Là, ça avait fonctionné, donc. Oui, là ça avait fonctionné, okay. Ouais. Moi je voulais préciser parce qu'on parlait des bières connues, reconnues, les bières du Nord, les bières d'abbaye, enfin on peut en citer plein de sortes, la blanche des Alpes, etc. Mais il faut savoir qu'on peut faire de la bière avec
tout et n'importe quoi aujourd'hui. Moi, j'ai vu des bières au pouce de sapin. J'ai vu il y a des choses au pain d'épices, je pense surtout autour des bières de Noël, mais aussi avec des agrumes. On recherche l'agrume des fois dans une bière, mais des fois elle est ajoutée. Okay. Ça peut être très sympathique sur des bières blanches, j'ai vu ça. Et faut savoir qu'il y a quand même des bières, des microbrasseries qui travaillent très localement sur le terroir et le produit. Je pense à La Vraie Bière, on va les citer quand même. Ah bah oui. La Vraie Bière qui font tout pour faire pousser du houblon localement. Donc je crois que c'est vers Cricto-Lesneval. Il me semble, ouais. Et c'est impressionnant. Ça, je conseille si vous avez la chance d'aller voir une production de houblon. C'est des grandes lianes et ça tombe du ciel. C'est assez magnifique. C'est une plante grimpante. Ah ouais, c'est une plante grimpante. Et invasive aussi. Oui. Et invasive, donc à contrôler. Mais du coup, on refait pousser. Oui, on se réapproprie. Il y a du houblon de Bretagne maintenant, il y a du houblon normand, et on refait venir ces plantes-là. Et et l'accord mes fromages, moi je trouve ça. Moi, la question que je me posais, c'est parce que c'est notre métier, on sait que par exemple le rouge sur une dégustation de fromage, on évite. Et est-ce qu'il y a des bières à éviter sur une dégustation de fromage ? Pas forcément, en tout cas pas forcément à ma connaissance une bière qui va pas aller avec une autre. En fait, je pense qu'il faut toujours finalement un peu expérimenter, et en fait ce qui va par exemple ne pas aller, j'en sais rien, je sais pas, on va dire un jour t'essayes une bière brune style par une stout, on va prendre une Guinness par exemple, et je sais pas pour quelle raison tu vas l'associer avec là j'ai du Brillat Savarin devant moi par exemple, tu vas peut-être l'essayer avec du Brillat Savarin jaune et ça ne va pas aller parce que finalement le fromage, le Brillat Savarin il développe encore à ce moment-là des notes d'acidité lactique et ça va pas forcément se marier ensemble, alors que finalement le Brillat Savarin tu vas attendre qu'il s'affine. Dans ce cas-là, il va devenir beaucoup plus crémeux, on aura plus ce côté acide, et justement le côté crème, le côté café qu'on retrouve généralement dans la Guinness, parfois un petit côté fraise aussi qu'on retrouve surtout au nez dans la Guinness. Je vous invite à essayer la prochaine fois que vous en buvez, et là ça va bien se marier. Donc en fait, des fois il faut pas forcément s'arrêter sur un accord qui fonctionne pas, faut le réessayer avec soit un stade d'affinage différent, soit après ça peut être tout aussi bien la bière qui a un défaut et auquel cas on en rachète une nouvelle et ça se passe très bien. Voilà. Et dernière chose, moi je pensais, avant qu'on déguste, on dit souvent, c'est un truc un peu tarte à la crème et cliché, mais que les pâtes persillées, Stilton, Roquefort, etc., en ce qui concerne les vins, souvent des vins sucrés, des vins avec du botrytis, du sauterne, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut retrouver des bières, je crois qu'il y a une bière belge, je sais plus en tête, qui est très sucrée, là, une Faro, je sais plus. Ah oui, la Faro, ouais. Oui, Lindematz, Faro, ouais. Est-ce qu'on peut, le Roquefort, par exemple, ça appelle du sucre aussi dans le domaine de bière, la sucrosité, ou pas nécessairement? On peut être sur des choses plus amères, des profils différents? Mais ça peut, du coup, effectivement, on peut aussi s'inspirer du monde du vin, parce qu'il y a de très bonnes choses aussi, même si, voilà, j'adore la bière, en fait, c'est pas pour autant que le vin est une mauvaise chose, et d'opposer les deux, pas forcément faut pas choisir, une bonne idée. Ouais, bah oui, voilà. Et donc, effectivement, on peut s'inspirer du milieu du vin en prenant justement quelque chose de sucré. Là, je vais vous montrer qu'effectivement, qu'une bière amère, on va pouvoir associer du Roquefort et justement être sur le côté, l'amertume qu'on peut retrouver aussi bien dans le fromage, aussi dans le Roquefort, on va voir le côté un peu amer, mais un Roquefort très affiné, comme là, ça a l'air d'être le cas. On va peut-être pouvoir retrouver des notes de cacao, ou on va avoir ça à la dégustation, des notes de cuir, mais quand il est très affiné, justement, on va pouvoir retrouver des notes de cacao qui auraient du sens, justement, avec une bière qui pourrait être sucrée. Et au contraire, là peut-être que justement tout ce qui est IPA, généralement ça se marie très très bien avec le Roquefort, donc là je m'inquiète pas pour l'association des deux. Donc effectivement des fois il y a des musts qui peuvent fonctionner, mais tout aussi bien il faut des fois aussi s'écarter de la littérature, de ce qu'on peut lire et voir que ça marche très bien. Parce que des fois dans la littérature on va avoir des choses, genre par exemple les bières acides qui se marient très bien avec les camemberts de Normandie par exemple. Personnellement moi j'ai déjà essayé plusieurs fois, je trouve pas que ce soit la chose la plus adéquate ensemble, et à contrario j'ai déjà lu aussi que les bières brunes ne se mariaient pas du tout avec les fromages de chèvre, et pour un client il y a pas très longtemps j'ai fait une pré-prohibition porter avec du sel sur chair, et finalement ça se mariait très très c'est bien. C'est comme ensemble. on aime aussi finalement un petit peu. Ah mais bien évidemment voilà. Oui. C'est souvent, je remarque que dans le wine pairing, mais là on est dans le beer pairing, yes. Les gens prennent ça un peu pour une religion, quoi. Je vois des gens, si j'ai pas un jurançon sec pour accompagner ma bourride, ça va pas, alors qu'en fait, faut quand même arrêter de... Ah oui, c'est pas l'étape de la loi. Non. Heureusement, ouais. Autrement, ça serait pas marrant comme métier si on faisait ça et que tout était figé. Ça serait pas marrant. Je pense ce qui est sympa, c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir avoir une discussion aussi autour de la table. C'est que moi, ce que je vais aimer, vous allez peut-être pas forcément l'aimer parce qu'en fait, on n'a pas le même passé sensoriel. Vous avez des goûts
goûts qui sont pas les mêmes que les miens. Après, bien évidemment, il y a je vais vous donner des clés, je vais vous orienter, mais après, c'est pas pour autant. Enfin, moi, il y a pas de souci quand je fais des ateliers et que les gens ont fait 4 accords. C'est sûr que s'ils me disent que les 4 ils les aiment pas, je vais peut-être finir par me poser des questions. S'il y en a un qu'ils aiment pas, ce que je fais par exemple en atelier souvent, à la fin des ateliers, je demande aux gens, finalement, quel est votre accord préféré? Autour de la table, généralement, il y a toujours 3-4 accords qui ressortent. Quand tu fais des ateliers, on va peut-être t'expliquer aussi, il n'y a pas que un blog. Non, du coup, c'est mon métier aussi. Voilà, tu proposes des ateliers. Oui. Et donc, pour les particuliers, les professionnels, sur place? Ça dépend, ça peut être pour les particuliers, ça peut être quand c'est la région du Havre, je peux me déplacer à domicile chez les gens. À partir d'un certain nombre. Après, je propose des ateliers. Là, par exemple, j'ai fait un atelier bière et fromage au Salon des Petits Chats au Havre, qui est un salon de thé. Parce que j'ai vu l'agenda, c'est chargé. Ça attaque déjà mois de mai, là. Ouais, j'ai quelques dates. Après, j'en ai 3 justement, avec la ferme du Ménil pour la fête du fromage, je sais plus quand, le 18 mai. Je vais chercher. Et après, on fait aussi un atelier à la forêt de Montjon. Gonfreville. Sophrologie, ouais. Ça, c'est d'animation chez Magali, une épicerie fine. Sur Gonfreville, je vous invite à aller faire un tour si vous avez l'occasion. Une épicerie fine à Gonfreville ? Ouais, dans le centre de Gonfreville. Épicerie Magali. Très intéressant ça. Voilà. Okay. Et puis elle source bien ses produits, donc je vous invite vraiment très intéressant. à aller voir. Ouais. Magali. Magali, c'est ça. Comme le nom de son magasin, c'est facile à retenir. et une sophro-balade. Donc on va faire une balade à la forêt de Montjon avec une partie sophrologie et fruits de saison et fromage. Donc là on va partir comme ça de la saison de tout ce qui est fraises, myrtilles et tout ça. On va faire une association fromage et fruits de saison. Dans un cadre un peu champêtre, pour s'orienter, se concentrer, parce qu'en fait on vit un peu dans un monde où on vit à 100 à l'heure, et en fait justement un moment de se poser pour déguster, pour se concentrer sur le son, sur la vue, ce qu'on ressent en bouche, ce qu'on voit visuellement et tout ça, finalement c'est un peu une parenthèse un peu enchantée et gustative du coup. Très très chouette. Ouais. Justement, je voulais intervenir là-dessus, c'est que le cadre, ça joue énormément sur une dégustation. Je parle souvent. Il y a des gens avec qui on consomme aussi. Le produit qu'on ramène, souvenir, dégustation, on se dit, merde, ça pue le même goût. Forcément, on n'est plus dans le même cadre, l'ambiance, ça joue énormément. Clairement, ouais. Dans ma tête, c'est souvent les rhums qui font ça. Non, mais c'est vrai. Et après, on est déçus quand on rentre à la maison. La bière des vacances, elle a jamais le même goût quand on revient. C'est vrai. Et voilà. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, et c'est ça qui est marrant, qui fait qu'on peut pas être figé dans le marbre, comme tu disais, on peut pas être figé dans le marbre au niveau de la dégustation. Le degré d'alcool joue aussi j'imagine, forcément dans la façon dont tu accordes les fromages et les bières. Oui aussi, parce que tu vas avoir plus elle va être forte, plus la bière va avoir un côté chaleureux. On va pouvoir être plus sur le sucre aussi, par exemple, alors qu'au contraire certaines bières acides, au contraire, on va les boire fraîches. Comme la dernière, elle est toujours là au frais parce que justement, ça a un impact en fait la température de service, mais aussi du coup le degré d'alcool aussi. Parce que ça monte haut sur les bières. Ah oui, ça peut monter très haut. Ouais. Je crois que la plus forte, 75 degrés. Peut-être, j'ai pas retenu le chiffre. Ouais. Enfin, ouais. Un nom de serpent, la Snake, Venom. Oui, c'est ça, il me semble. Ouais. Mais après, ils ont fait remettre le titre plusieurs fois aussi. Il y a 2 brasseries qui cherchent à faire la plus forte. Après, je sais pas si à ce niveau-là, c'est. Je sais pas si au niveau dégustatif, c'est après. J'irais plus sur un whisky à 75 degrés. Voilà. Oui, je pense que c'est plus étudié pour, alors que là, on concentre vraiment l'alcool à. En fait, comme il y a de l'eau dans la bière, en fait, on va congeler je sais en tout cas qu'il y a une façon de le faire, c'est de congeler justement l'eau pour retirer l'eau, et après on concentre avec l'alcool. Moi, je vous propose une petite pause musicale et on attaque la dégustation juste après. Ça vous convient, messieurs, dames ? Non, je suis pas d'accord. Non, tant pis pour toi, de toute façon, t'as pas le choix. On va s'écouter Charlotte Cardin avec Main Girl. I'm the call at one, but you just wanna visit. I'm the call for some kind of like an exit. To your main girl, to your main girl, to your main girl. I'm the call at 2, but I know you never ask, 'cause I've been the one you assume will last. Past your main girl, past your main girl, past your main girl. Now I'm just a pretty face. Who can help you? Just a pretty face. Who can help you? Get your shit together at your own pace. Don't leave me hanging on. You misunderstood me all along. I risk no gain, and I'm a fool to love the pain. Don't leave me hanging
the call at 3, but I guess you thought I'd say, hey there baby, come and walk my way. Who's your main girl? Who's your main girl? Who's your main girl? When it comes to fall, I'm not there anymore. I'm in Technicolor painting live before your main girl, this insane world. So now I'm just a pretty face who can help you, just a pretty face who can help you get your shit together at your own pace. Don't leave me hanging on, you misunderstood me all along. I risk and no gain, and I'm a fool to love the pain. Don't leave me hanging on, you misunderstood me all along. A fool to love ya, a fool to love ya, I'm a fool to love the pain. Don't leave me hanging on, boy, you misunderstood me all along, boy. I was a fool to love ya, a fool to love ya, a fool to love the pain. Don't leave me hanging on, you misunderstood me, you misunderstood me. Don't leave me hanging on, you misunderstood me all along, and I'm a fool to love the pain. Yeah, I'm just a pretty face who can help you, just a pretty face who can help you. You misunderstood me. Yeah, I'm just a pretty face who can help you, just a pretty face. Voilà, Main Girl sur West Track Radio. Bah voilà, on peut retrouver, on est toujours avec Roxane Je suis toujours là. Alors, que je me trompe pas, c'est fromage et bière.wordpress.com. C'est cela même. Moi, je suis bon, et c'est même pas écrit sur mes notes. Je suis bon, sur ce coup-là, je suis bon, j'ai bien travaillé. C'est singulier au pluriel, fromage et bière. Tout au pluriel, puisqu'il y a plusieurs bières et plusieurs fromages. Voilà, bah évidemment, Henri, voyons. Et bah non, bah là, bah on va laisser faire Roxane parce qu'on va aller sur la dégustation. Donc on est sur des bières de chez les Deux Amants, ça. C'est ça, la brasserie des Deux Amants. Donc j'ai joué sur du local pour les 2 premiers accords et après on partira sur Paris pour le dernier accord. Donc la brasserie des Deux Amants, c'est une brasserie qui est dans le 27, qui font des bières assez classiques, des bières aussi qui sortent un peu des sentiers battus. Ils font pas mal d'IPA et leurs variations. Donc les IPA, c'est souvent des bières qui vont être souvent c'est tout le temps le cas même, qui vont être chargées en houblon. Donc soit pour apporter de l'amertume, soit pour apporter de l'aromatique, soit les deux en même temps aussi. C'est une brasserie bio aussi. Et justement, on parlait de houblon tout à l'heure. Il me semble que juste à côté de chez eux, ils ont une néo-houblonnière qui vient d'ouvrir. Donc j'imagine que l'intérêt de ça, c'est justement qu'ils puissent après réutiliser les houblons dans leur bière. Et voilà. Et donc là, on va commencer par la Robert. Donc la Robert, c'est une bière ambrée saison. Donc c'est pas une bière de saison, c'est une bière ambrée. Donc ambrée, il y a la couleur, bon ça trompe pas. Et saison, en fait, c'est une levure qui est originaire justement entre un mi-chemin entre la Belgique et la France, qui a la particularité de donner des notes épicées. Donc ça peut être souvent, moi je l'associe à des notes de poivre. Et après aussi un petit côté floral. Là, dans ce cas-là, ça va être plutôt des notes épicées. Et après, autrement, on va retrouver souvent des notes un peu de brioche, un peu de caramel. Yeah. Et pour ça, j'ai associé du fromage Beaufort. Donc le Beaufort, j'ai pas pris n'importe lequel. J'ai pris du Beaufort chalet d'alpage. Ce Beaufort-là, donc, il est fabriqué en été, de juin à octobre, enfin sur une période de 100 jours. Le lait provient d'un seul troupeau, donc c'est pas un mélange de lait qu'on a standardisé. Là, c'est vraiment un seul troupeau. Il est fait au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Donc là, quand le lait est récolté, les vaches, là où elles ont mangé, c'est au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Et en fait, ils ont pris cette mesure-là parce que plus on monte haut, plus tout ce qui va être des plantes, tout ce qu'elles vont manger les vaches, en fait, ça va être plus riche. Donc on va retrouver cette complexité-là dans le lait. Je crois qu'il compte à peu près une trentaine d'espèces variétales, ou 130. Bon, ça en coupera, du coup, on n'en parlera pas. Parce que je me souviens plus du chiffre. Et donc, ce Beaufort-là, il va être plus complexe, plus ferme.
et que par exemple un Beaufort classique. Il va être plus restrictif au niveau du cahier des charges. On en trouve un peu moins facilement, mais du coup, on va pouvoir... là, on va retrouver soit des notes de brioche, de caramel, de lait chaud, un peu des fleurs de montagne. Donc peut-être si vous trouvez pas tout, c'est tout à fait normal, c'est pas très grave. Si ça trouve juste parce qu'en fait, ils sont pas là à ce moment-là dans le fromage, soit parce que justement, on expliquait tout à l'heure, vous pouvez ne pas le sentir et en fait, c'est la génétique et vous y pourrez rien. Donc voilà. Et pour faire l'accord, on commence toujours par le fromage et après la bière. Donc le fromage en premier, en fait, il va venir tapisser votre palais. Du coup, vous allez voir un peu la chaleur de votre palais, en fait, qui va déjà venir en fait un peu commencer à casser les globules gras du fromage. Il va y avoir les enzymes de la bière aussi, les enzymes de la salive plutôt, qui vont aussi commencer un peu à casser les globules gras du fromage. Et en fait, c'est la bière avec ses bulles de CO2, quand vous allez la boire finalement, qui va achever de rompre ces globules gras. Et comme c'est dans le gras que est contenu le goût du fromage, les composés aromatiques du fromage, ça fait un peu comme une explosion de saveur. Donc vous faites fromage, bière, une petite pause, vous vous concentrez sur ce que vous voyez, enfin ce que vous ressentez plutôt, aussi ce que vous voyez. Et après, on fait le sens inverse, c'est-à-dire qu'on reprend de la bière pour venir rincer le palais. Et c'est un peu, finalement, on va finir par après le côté gourmand du fromage. Voilà. Et ce que tu disais tout à l'heure, ça c'est un accord de résonance. Là, il va y avoir plusieurs choses, mais principalement la résonance, le côté brioche caramel qui normalement vont se complémenter aussi. Et voilà. Après, on va voir le côté un peu épice qui va venir se lier aussi au côté lait un peu. Donc ça peut faire un peu une complémentarité, mais là on va pas être vraiment sur le contraste. Peut-être, je pense vu la texture, il est quand même très crémeux. Donc peut-être que justement on va avoir un contraste naturel, mais qui marche pour la plupart du temps avec toutes les bières, puisque la bière il y a toujours des bulles quasiment. Et puis le fromage est souvent gras, donc finalement ce contraste bulleux et gras, ça marche toujours plus ou moins bien, quoi. Donc, c'est bien, mais moi je suis impressionné par là on voit le côté ingénieur agronome parce que ça devient technique là, ça, monte... ça je l'ai appris après mes études hein. Comme quoi. Et c'est et les fromages des difficultés, tu disais un peu rare ce Beaufort, donc où tu trouves tes produits au fil. Alors là, pour le coup, celui-ci, j'étais à Rouen, donc en fait, c'est simple, j'ai trouvé à Rouen. Mais ça, autrement, ici au Havre, là où je travaille pas mal, c'est avec Marie-Pierre, qui est sous les Halles. Et qui a des produits très qualitatifs. Après, ça peut aussi sur des références un peu particulières aller chez d'autres fromages et du Havre aussi. Et voilà. C'était ça ta question? Oui, ouais. Voilà. J'étais pas sûre d'avoir bien répondu, ouais. Et la bière des Deux Amants, on la trouve que chez Lily. Principalement chez Lily, mais pas bien que. Évidemment. Non, elle n'est pas chez le caviste, chez notre cher caviste à Henri. Qui ça? Ton caviste, il fait pas la bière des Deux Amants. La feuille de vigne. Il manquait, hein. Mais vous la trouvez. Là, je l'ai acheté mais chez c'est Kelly. quand même gonflé. Quand j'en parle pas, on me relance dessus. Non, mais... Je propose qu'on mette en place une cagnotte. Ouais, et dans un coin du studio, et dès que tu en parles, Henri, tu payes ton coup. Donc là, ça compte comme 1 centime dans la cagnotte. Mais vous pouvez la trouver dans le commerce. Non, mais... vous avez dans les bars, mais dans le commerce. Je pense qu'on doit en trouver au producteur local, non? Ce que j'allais dire dans quasiment tous les magasins bio du Havre. Messieurs, je vous laisse parler pendant ce temps-là. Moi, j'attaque la dégustation. C'est bon, vous êtes tous servis, il n'y a pas de souci. On n'a pas le droit de mastiquer au micro, hein, je vous le rappelle. Ce silence. En un mot. On sent un peu les notes des tables au niveau de la croûte. Je sais pas si vous avez tous des morceaux de croûte sur vos fromages. J'ai essayé de faire en sorte que, mais si c'est pas le cas, dites-le moi. Mais en tout cas, ouais, on est en tout cas au niveau de la croûte, on a le côté un peu étable, on a l'impression d'être vraiment dans la ferme. Après, au niveau du nez, juste de la pâte. C'est Jean Cocteau qui disait un ange passe. Je dirais pas la suite. Parce que... Après, il est très, très fondant aussi quand même en bouche. Son prix est génial. La température de service, c'est bien. Oui, il faut le dire, le fromage, il faut vraiment pas le servir en sortant de frigo. Hein, Jamais. Clairement. Ah. Ça dépend. Le petit Suisse, alors. C'est un fromage. Ah. C'est un fromage frais. C'est un fromage. C'est un fromage. Faut pas les négliger. Je suis un grand amoureux des fromages frais. Je suis d'accord. Petit Suisse qui a été inventé en Normandie. Qui a rien à voir avec... Je crois qu'il était suisse, l'apprenti, c'est ça? Ou c'était la Suisse normande? Alors je crois qu'il y a quand même un vrai rapport avec la suisse, mais je crois que t'es quand même... Donc c'est la nationalité de l'apprenti. Peut-être, ouais, ce serait pas un problème. Et qui faisait des petits Suisses qui faisaient des Suisses de 160 grammes.
Ils ont dit, c'est pas top pour commercialiser, on va couper la part en deux. Et du coup, ils en ont fait de 80 grammes. Des petits. Des petits Suisses, ouais, ça vient de là. Qu'est-ce que tu penses, Roxane, de cette tendance qu'on voit un peu sur les réseaux du DIY, là, pour les cheese, les mecs qui ils mettent du vinaigre avec de la presse, du lait. Puis alors, j'ai vu même un mec qui récolte du pénicillium sur des tartines de vieux pain et qui insémine son fromage fait maison pour faire du bleu maison. Alors, le résultat, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est marrant. Maintenant, les gens font de la mozzarella, ils font de la feta, ils font des... C'est convaincant, ça. On a du mal à penser que ça puisse être intéressant. Alors après, je sais pas si la qualité elle est forcément gustative, elle est au rendez-vous. Après, je me dis ça peut être sympa de faire ça une fois ou de temps en temps pour la forme, finalement, pour s'approprier, de savoir comment on fait un fromage. Après, je pense que pour se rendre compte que c'est de la merde, en fait, c'est ça, non? Non. Ou que c'est compliqué à faire. Ou justement, pour prouver que c'est compliqué à faire et qu'on s'improvise clairement pas, fromager, autrement ça serait pas un métier finalement, clairement. Par contre, tu parlais du pain du pain que tu laisse vieillir pour recueillir le pénicillium. C'est dangereux là, par contre. Et bien là, le Roquefort. C'est exactement le cas. Le Roquefort que je vous ai ramené, je vous expliquerai, mais en gros, la dame qui fabrique ce Roquefort-là, donc de la famille Karl, elle s'appelle Delphine Karl, elle a repris déjà l'entreprise. Oui. Ouais, très très bon, c'est le meilleur Roquefort paille. Je vous ai ramené là une petite pépite. Et elle, du coup, ou ses équipes en tout cas, ils font brûler des pains de seigle qui deviennent tout noirs et ils laissent en fait le pénicillium qui est naturellement dans les caves de Roquefort coloniser le pain. Après ils retirent la croûte, ils gardent que tout le reste de la mie et après en fait ils le broient en poudre pour le mettre. D'accord, donc c'est du vrai pénicillium qu'on trouve. Après, moi, j'irais pas faire ça chez moi, par exemple, parce que je sais pas trop quelle souche j'ai chez moi de levure et tout, et auquel cas, j'ai pas forcément envie de choper une mycotoxine avec le pain ou. Il y a le seigle, c'est dangereux. Oui, en plus avec l'ergot de seigle, ça rend fou. Vous avez pas vu The Last of Us, non? Parce que là, ça fait un petit peu peur. Sur les champignons, ça pourrait être dangereux. Non, mais il y a un village entier qui était décimé, ou en tout cas qui était devenu fou avec l'ergot de seigle. Ah oui, avec la danse de Saint-Guy, je crois, c'est ça, ouais. Extrêmement dangereux. Donc faites pas ça chez vous, achetez du fromage chez des artisans. Donc c'est leur métier et finalement oui peut-être de faire ça une fois comme ça pour voir. Une mozza maison, je veux bien faire une petite mozza maison, voilà. Tu cailles un peu du lait, c'est pas trop dangereux. Mais s'amuser à faire son propre bleu, là je joue pas. Je passe mon tour aussi. C'est comme faire le pain. Le nombre de machines à pain qui amassent la poussière dans des placards aujourd'hui en France, les gens se sont mis à vouloir faire ça s'improvise pas. Non, voilà. Et même réflexion pour la bière. Tous les kits un peu de brasserie, j'allais dire artisanale, mais c'est même pas le terme qu'il faut employer. Mais toi, t'en penses quoi, Roxane? Pareil, je suis un peu. Ça, c'est vraiment mon point de vue, qui n'engage que moi, bien évidemment. Mais en fait, le problème, c'est pareil. Les gens, ils se sont imaginés que fabriquer de la bière, c'était super sympa. Donc déjà, il y en a, ils ont après de manière un peu artisanale, entre guillemets artisanale dans leur cuisine, ils pouvaient déjà, certains ne font pas des bonnes bières. Hein. Après, il y en a qui pouvaient en faire des bonnes, mais en fait, quand tu travailles après sur du plus gros matériel, tu fais pas une règle de 3. Autrement, ça serait super simple, ça serait cool, mais c'est pas le cas en fait. Et après, on voit encore aujourd'hui des bières, je suis désolée, mais en fait, il y a beaucoup de faux goût dans la bière et aujourd'hui, on voit quand même des brasseries artisanales. Des fois, moi, ça me fait un peu suer d'avoir encore de prendre des bières artisanales où tu fais un bon geste et c'est normal puisqu'il faut autrement je serais pas là non plus. Mais en fait, la bière, elle est une fois daubée, une deuxième fois, une troisième fois sur des faux goûts d'oxydation, des faux goûts majeurs et en fait, parce que les gens, ils pensent que c'est facile ou je sais pas donc leur entourage leur dit que c'était très bon, mais en fait de passer, en fait c'est un métier parce que non seulement il y a la qualité de la bière, mais après il y a tout ce qui est inhérent à ça. Non, ça je fais pas de name and shame, mais voilà, ça c'est vraiment dommage aussi. Je pense que ça a pu desservir à un moment donné, ça peut desservir aussi la filière finalement. Il y a des consommateurs qui veulent faire un bon geste, il va acheter du local une fois, deux fois, trois fois. Peut-être que la troisième fois, il en a un peu marre d'avoir payé sa bière un peu plus cher. Alors que finalement, c'est horrible à dire, mais du coup, la bière industrielle, elle est toujours la même et normalement, elle n'a pas de défaut. Dans le domaine du vin naturel, on parle souvent même s'il y a pas, il y a de plus en plus un cahier de charge un peu précis, mais le vin naturel que je connais bien depuis pas mal de temps, on parle des levures naturelles, c'est-à-dire celles qui sont naturellement présentes sur l'enveloppe du raisin. D'accord. Est-ce que dans le domaine de la bière, comment ça se passe? On apporte des levures exogènes qu'on sélectionne en laboratoire ou il y a besoin de levures pour faire de la bière ou pas? Oui, du coup, il y a besoin de levure, ça quoi qu'il en soit, que ce soit de la fermentation haute, de la fermentation mixte, de la fermentation basse, ou même des fermentations hybrides, il y a toujours besoin de levure. Après, les levures peuvent être différentes, il y a différentes souches, donc soit cultivées en laboratoire, soit sous forme sèche, soit sous forme liquide. Et après, il y a aussi des levures qui vont être des levures ou des bactéries qui vont être apportées.
Donc là, c'est de manière induite. Finalement, on va soit apporter des fruits où il va encore avoir des levures, peut-être un peu comme ce que tu disais avec les raisins. Soit ça peut être aussi des levures spécifiques qui ont été faites en laboratoire. Ou soit, par exemple, il y a certains styles où finalement, c'est l'environnement c'est l'environnement et du coup les levures sauvages qui viennent en fait ensemencer le mou. Comme pour le vinaigre. Oui. Et sur des grands cool chips, ce qu'ils appellent donc des grands fermenteurs qui vont être pas très épais et super larges pour avoir un maximum de surface d'imprégnation finalement. Et à une certaine température, par exemple quand il y a l'été, c'est pas bon par exemple. Donc c'est à une certaine période de l'année. Et là ça va apporter des bières souvent très rustiques, ce qu'on peut appeler des farmhouse, ça peut être des gueuses, des lambics, des bières fermières. Et là on retrouve souvent des notes, c'est assez varié, mais ça peut être du foin, donc ça c'est gentil, mais ça peut être des notes d'étape qui peuvent un peu aussi de la sueur de cheval ou des choses comme ça, et quand le goûte, c'est vraiment ça sent. Quand tu racontes ça, tu te dis ouais c'est bizarre, c'est un peu improbable d'avoir ça dans de la bière, et finalement en fait si, et ça n'en reste pas que c'est très très bon pour le coup. Avec un steak à cheval. Un peu comme le cidre. La sueur de cheval. Voilà, pour rester dans le thème. Non mais ouais. C'est passionnant et c'est presque illimité en fait. Alors qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, de l'accord Beaufort? Moi j'aime beaucoup. Non, on a fait quelque chose de très très doux, ouais. Et t'as trouvé ça comment? Sur le fruit, beaucoup le fruit sur le fromage justement, souligné par la bière, je présume. Et non, effectivement. C'est une petite éclate, ouais. Vous allez voir le deuxième, il va être encore plus. C'est plus revigorant. Ouais. Et c'est amusant. Et en fait, oui, je connaissais pas cette manière. C'est la bière sur le fromage et après faire fromage sur bière, ouais, c'est pas mal. Ça ouvre plus. Je sais pas ce qui surligne l'un ou l'autre, ou là j'ai eu plus l'impression d'avoir le fromage en avant grâce à la bière. Ouais, là c'est la bière qui vient souligner le fromage. Après comme la note de caramel qui reste de la bière qui reste tout le long aussi, qui apporte quand même une certaine fraîcheur. Ouais, c'est plus long. Mais c'est quand même c'est la bière là en l'occurrence qui vient souligner le fromage. Dans le deuxième, je crois que ça va être encore plus équilibré du coup. Et on va voir ça tout de suite. Bah oui, deuxième. Et après, ce que je vous invite à faire chez vous aussi, c'est d'avoir dégusté la bière et le fromage de manière séparée avant pour voir qu'est-ce qui peut en être pour le coup. Donc là, je vous ai fait un accord que j'avais jamais essayé avant pour le coup. Ah oui, bon on sert de cobaye. Non, moi je m'inquiétais pas trop. Mais autrement, la saison ambrée, parce que le Beaufort Rocher d'Alpage, j'en trouve pas forcément. Mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus simple à trouver chez vous, qui va très bien marcher, vous prenez un comté 24 mois d'affinage et c'est très bien. Pour le coup. Donc, voilà. Oui. Donc pour la deuxième, on va partir sur la Martine, donc toujours de la brasserie des Deux Amants. Donc il s'appelle, je ne le prononce pas forcément très bien, mais Double Kvik IPA. Donc IPA, comme je vous le disais tout à l'heure, donc une bière enrichie avec une bonne dose de houblon. Double, ici c'est par rapport au niveau d'alcool. Donc souvent dans les bières on va trouver le terme double ou impérial. Donc c'est pas impérial comme dans le thé par exemple, où le thé impérial ça va être le thé de meilleure qualité avec les feuilles qui vont être entières. Mais là donc double pour la forte dose du coup en alcool, donc elle doit titrer le titre 8 degrés justement. Kvik, donc c'est les levures norvégiennes que je vous parlais tout à l'heure qui vont en fait pouvoir être en utilisant ces levures-là, en fait, on va pouvoir fermenter à une température plus haute que les bières de fermentation haute. Donc, bières de fermentation haute, c'est ce qu'on appelle les ale. Souvent, quand vous voyez ça sur les bières, ça veut dire que c'est une fermentation haute qui a été faite. Et souvent, ça donne des notes un peu fruitées de marmelade et tout ça. Là, au nez et en bouche, j'avais souvent retrouvé tout ce qui va être mangue, noix de coco. Après en bouche il y a souvent aussi des notes un peu d'agrumes, donc c'est orange, citron, un peu de notes de résine, et après en fin de bouche il y a des petites notes épicées, un peu de phénol style muscade et phénol du coup. Donc phénol souvent, ce que j'appelle phénol, mais je devrais plutôt l'appeler, c'est un peu le clou de girofle. Voilà, comme quand vous alliez chez le dentiste avant. Voilà. On y va toujours. Hein. Voilà. Oui, mais on sent plus cette odeur-là. Sympa, le lapsus. Plus on vieillit, plus on y va. Hein. Mais alors expliquer un petit peu aussi aux éditeurs, parce que c'est impressionnant de mémoriser toutes ces saveurs, c'est dire telle bière, voilà, c'est ça. C'est par expérience, on est bien d'accord. C'est plus on goûte. C'est un travail de mémoire. C'est un travail de mémoire. Il faut emmagasiner de la connaissance. Hein. Et autant dans le bon que dans le mauvais. Quoi. Ouais, à plusieurs niveaux. En fait, déjà, il y a aussi. Je pense à ça parce que déjà aussi de manière intellectuelle de savoir finalement de se renseigner dans les livres et tout ça. Et après, la plus grosse partie, justement, c'est d'expérimenter dans la vraie vie.
c'est-à-dire déguster. Moi, ce que je fais, c'est sentir tout le temps, sentir les verres, sentir les ingrédients quand on fait à manger, par exemple. Moi, souvent, par exemple, à la maison, c'est plutôt mon mari qui cuisine, mais j'essaie toujours de retrouver les épices qu'il met dans ses plats pour justement essayer de reconnaître un peu à l'aveugle, et puis en faire un jeu, que ce soit ludique, parce qu'autrement après là je vous ai mis aussi une roue des arômes, et pareil c'était de la roue des arômes pour pouvoir filtrer en fait qu'est-ce qu'on va sentir. Est-ce qu'on va sentir plutôt quelque chose de fruité, de toasté, est-ce qu'on va sentir quelque chose plutôt de végétal. On va prendre le fruit, par exemple. Je mettrai les photos sur Facebook. Ah bah oui, du coup, comme ça, ils pourront avoir. Il est accessible sur Internet, la roue des arômes du comté. Il me semble qu'elle est accessible sur comté.com, voilà. Peut-être, ou comté.fr, je ne sais pas. .com. .com. Et du coup, après, c'est d'aller du général au particulier. Donc, c'est fruité, ok, c'est fruité. Est-ce que c'est des agrumes, des fruits jaunes, des fruits rouges? Bon, là, c'est des agrumes, ok. Est-ce que c'est lequel? C'est pas n'importe lequel, ça va être la clémentine, du citron jaune. Si c'est du citron jaune, est-ce que c'est plutôt le jus de citron jaune? Est-ce que c'est plutôt le zeste? Est-ce que c'est plutôt à l'intérieur le zeste? Non? Ouais, c'est ça. Le zeste, tout à fait. Et en fait, est-ce que ça va être plutôt quelque chose qui va être cuit ou pas cuit? En fait, après, on peut vraiment aller sur des ultra précis. Oui. Parce qu'en fait, c'est la même terminologie que pour un sommelier. Oui, du coup, on va traiter la même biérologie, en fait. Ouais, voilà, biérologie ou zytologie. Oui. Il y a les deux, biérologie ou zytologie. Biérologie, c'est plus compréhensible pour tout le monde. Biérologie ou bière chez les autres, ça marche. Chacun chez soi. T'as la 8-6 aussi pour le trottoir. Avec un Caprice des Dieux, ça marche très bien. J'ai fait d'accord hier, moi. Caprice des Dieux 8-6, je vais en parler. C'est la douceur du Caprice des Dieux sur la puissance de la 8-6. Ça fait du contraste. Ouais, ça fait du contraste. Et dis-moi, dans le concours des meilleurs sommeliers du monde, ils font rentrer la bière dedans ou c'est que du vin? Non, c'est que le vin. Aucune idée. C'est que le vin. C'est que le vin, monsieur. Que le vin. Et j'imagine, il y a des dégustations, sinon des concours de dégustation de bière. Ils vont ouvrir leur chakra là. Ils ont commencé par l'eau, bizarrement, avant la bière. Donc là, il y a les sommeliers en vin, traditionnel, qui généralement gèrent aussi un peu les eaux de vie. Et ils ont ouvert sur les eaux parce que l'eau, c'est d'autant plus important aujourd'hui. Non, mais on en parlait aussi. Pour faire la bière, t'as des eaux qui sont plus ou moins salées. Voilà. Ils ont inventé aussi le néologisme mot valise le plus infect que j'ai entendu depuis 20 ans. Et Dieu sait qu'il y en a des néologismes. C'est sobrelier. Alors quand j'entends ce mot, j'ai vraiment des envies. Je ne veux pas dire de quoi, mais c'est impossible. Oui, voilà. C'est le sommelier qui est sobrelier, c'est-à-dire tout ce qui est sans alcool. Bon, j'adore le sans alcool, mais on peut pas dire sobrelier, quoi. C'est pas possible. Ce mot, c'est pas possible. D'ailleurs, la bière sans alcool, ça fonctionne aussi, Rox? Ah oui, moi ça m'arrive de faire des ateliers avec des bières sans alcool ou même des eaux houblonnées. Vous savez ce que c'est ou pas? Non, on se doute. Oui. Donc effectivement, c'est de l'eau avec du houblon infusé à chaud. Et par contre, c'est comme du Perrier. En fait, c'est une eau pétillante qui se boit fraîche. Et après, on peut infuser des houblons. Donc en fonction de la variété de houblon qu'on va infuser, on va avoir un profil aromatique différent. Mais après, on peut aussi infuser avec de l'hibiscus ou certaines plantes comme de la verveine, tout ça un peu comme des infusions de thé. Et ça fait des choses assez sympathiques, justement. On va faire des toniques aussi avec le houblon, non? Peut-être pour les gin toniques, quelque chose comme ça, non? Ce serait pas improbable, je pense, pour le coup. S'il y a des eaux houblonnées, pourquoi il n'y aurait pas de tonique, ouais. C'est pas... Peut-être qu'à la vraie bière, il pourrait en faire un. Un clin d'œil. Est-ce que tu fais aussi tes accords en fonction de la nature de la bière? Je m'explique, là, tu nous as ouvert des bouteilles. Ouais. Mais est-ce que ce serait différent si tu nous avais servi une Martine en pression, par exemple? Est-ce que tu aurais choisi un autre fromage? Est-ce que ça aurait changé beaucoup de choses? Oui, du coup, effectivement, ça change. C'est pour ça que je préfère travailler avec... Qualité de la question, là, bravo Maxime. Je suis bluffé. C'est pour ça que je le fais venir. Vous y attendiez pas, celle-là? Ouais, celle-là, je suis bien cramponné parce que c'est quand même balèze. Oui, effectivement, en fait, il y a une différence entre justement le contenant n'est pas le même, le taux de CO2 n'est pas le même, puisque du coup là, c'est du CO2 qui a été refait naturellement par les levures, comme on leur a redonné à manger pour que justement elles fassent du CO2. Après, par exemple, les canettes que j'ai ramenées, on va faire un rajout de CO2, et pareil du coup pour la bière pression. Et la bière pression, soit elle est servie plus fraîche. Donc effectivement, on n'aurait pas le même ressenti. Donc soit il aurait fallu... on va pas non plus attendre qu'elle se réchauffe et qu'elle perde toutes ses bulles, il n'y a pas d'intérêt. Voilà d'ailleurs pourquoi moi je travaille principalement sur des bières pas pression, justement des bières bouteilles. Et moi, c'est mon ressenti. Je me suis jamais vraiment penchée sur la question, mais j'ai l'impression que les goûts sont plus francs en bouteille. D'accord. Que sur justement la pression. La pression, c'est la bière que tu vas boire avec tes copains ou tes copines, ou tes amis ou ta famille d'ailleurs, mais quand t'es à l'apéro, tranquille, sans trop se poser de questions. Ouais. Une bière de soif, même si tu peux avoir des triples qui vont être très fortes et tout, mais finalement elles sont souvent servies ultra fraîches.
Et donc justement l'aromatique, on va pas forcément l'avoir, l'aromatique du triple, on va l'impression que justement elle est moins forte, on va peut-être pas sentir tous les défauts, on va peut-être pas sentir ce côté ultra sucré, donc on va en boire plus aussi. Donc je trouve que ça... Le gaz, c'est peut-être plus gazeux aussi. Ouais, plus gazeux, ouais aussi. Parce qu'on parlait de l'Angleterre dans une émission précédente. Ah, là. oui. Les Anglais, si je dis pas de bêtises, je parle sous le contrôle de mon ami Laurent Châtel, qui est notre auditeur fidèle, ne mettent pas de gaz, ils sortent la bière sans ajout de gaz... c'est du gaz naturel en fait, dans des casques, ouais. Dans des casques, et avec des températures, ils boivent ça relativement près de room temperature, c'est-à-dire chambré, près du tout. Tablette en québécois. Ouais, c'est ça. Température de table. J'imagine que des bières pas très gazeuses et servies à des températures plus vers les 10 degrés que vers les 4 degrés ou frappées, ça doit développer aussi des arômes. Enfin, le froid bloque les arômes, on est bien d'accord. Ouais, tout à fait, clairement, ouais. Et justement, quand c'est trop chaud, c'est pas bon non plus parce qu'on sent que du sucre ou que justement, on va plus avoir de bulles, donc la bière va être plate et justement, on va ressentir plus les défauts. Et c'est là que du coup, c'est super, que c'est vraiment un métier du coup de servir des bières au casque. Enfin, je dis même le métier de serveur déjà, mais là, il y a encore je pense à avoir une connaissance plus approfondie à ce niveau-là, puisqu'en fait, les bières, comme elles ont moins de bulles et qu'elles sont servies plus hautes, les défauts, on va les avoir tout de suite. Oui, et moi je revenais sur la dégustation là. On va être sur un bleu. Oui, du Roquefort. On revient sur le seigle. Est-ce que on est moi j'adore les Roquefort, j'avoue, je capote beaucoup là-dessus. T'es très québécois. Ouais, je suis très québécois aujourd'hui. D'accord. Non, c'est parce qu'on parlait de tablette tout à l'heure et du coup je suis passé en mode Québec. Ouais, et il y a pas un côté trop salé justement sur Roquefort. Alors là, je l'ai assorti, il fait quand même assez chaud ici. Et donc pour moi, là, il est un peu trop salé, je l'ai un peu trop sorti, ou on a un peu fait trop blabla. Et du coup, le Roquefort, pour moi, il est un peu trop salé pour l'accord. Par contre, je vous invite vraiment à le refaire à température un peu plus fraîche. Ah oui, il faut quand même que ce soit salé, on s'entend. Mais là, peut-être qu'il est un poil un peu trop salé. Mais il est délicieux quand même. Même un poil salé. Le Roquefort de chez Karl, c'est vraiment un profil aromatique, c'est un côté un peu beurré en bouche, en même temps sur le côté un peu justement typique du Roquefort. On a un petit côté poire aussi. Il est assez onctueux quand même. Ouais, il est très onctueux, ouais. Et pas trop piquant. Des fois, le problème de certains Roquefort, c'est qu'ils vont être piquants. Là, c'est clairement pas le cas. Et il y a un bon développement des moisissures. Il n'y a pas des moisissures qu'on cherche pas à avoir dans le Roquefort, qui des fois peuvent développer un peu un côté butyrique. Donc le côté butyrique, c'est un peu le côté vomi. Je sais qu'il y a certains Roquefort qu'on peut acheter en grande surface. Des fois, on retrouve vraiment ce goût-là. Et moi, pendant des années, je n'ai pas aimé le Roquefort parce que je n'achetais pas du bon, tout simplement. Ce qu'on trouve dans le parmesan déjà moulu, râpé, là, c'est ce que ouais, c'est un peu dans le même genre. C'est le même acide. C'est exactement ça. C'est aussi le vomi. Rappelez votre parmesan, arrêtez d'acheter ces trucs-là aussi. Clairement, pareil, même combat, ouais. Alors que c'est pas compliqué à râper en plus. Non, quand on a deux mains, parce que si on en a pas, c'est compliqué, mais sinon c'est simple. Après, les trucs automatisés. Ouais. C'est top. Et là, j'avoue, je suis bluffé parce que bière Roquefort, j'aurais jamais osé. Et pourtant, t'en as osé. Ah, mais j'étais souvent sur des portos. J'ai goûté des vieux portos sur du Roquefort. J'ai des sauternes, des vin sucré dont je parlais tout à l'heure, ça c'est bien. Les moris aussi. Ah oui. Moris, Loupiac. Ouais, oui, le Loupiac, ouais. Même un coteau, Rivesaltes, coteau du Layon, ça peut être pas mal là-dessus. À Cap Corse. Cap Corse. Ah oui, Cap Corse. Ça, c'est le Corse qui part là. T'es obligé. Tu vois. Et là justement on a le côté crème qui va se lier avec les notes justement d'agrumes et de fruits exotiques, le côté noix de coco qui se lie, ça fait vraiment quelque chose de très très gourmand en bouche. Et après on a un côté quand même l'humus qui revient en derrière et qui s'étend. Qu'est-ce qu'il en pense le spécialiste Michel? Ça te non, c'est quand je dis je suis bluffé, vraiment. J'aurais jamais associé la bière à certains fromages, Dans ma tête, bière, fromage, je disais le Welsh en déconnant, mais je me voyais plus en mode pique-nique, t'as tes bières fraîches dans la glacière, ton jambon emmental, et là, l'emmental bière, je l'ai dans la tête, j'ai l'association. Mais me dire, tu vas me prendre une bière en mangeant du Roquefort, non, là, j'aurais pas imaginé, et mais maintenant j'oserais. Voilà. Il y a beaucoup de culture, le côté un peu. En France, on n'a pas ce côté culturel d'associer la bière, encore moins que du fromage, mais vu que le vin domine quand même finalement. Mais c'est quand les gens goûtent une ou deux fois, après ils sont quand même généralement conquis. Et les accords classiques avec les stouts, moi j'adore les stouts, les Imperial Stout, ou même là il y a une Guinness très classique, mais les bières stout en général, ce profil-là.
avec quel fromage, j'imagine il y a plein de possibilités possibles, mais spontanément comme ça, si je te dis j'ai envie d'un fromage avec ma stout, tu irais sur quoi? Bah là, l'Imperial Stout, vu qu'on a juste devant nous, Roquefort déjà, mais je pensais après plutôt du vache en bleu, je trouve que ça se marie encore mieux, mais Roquefort ça pourrait bien se marier, mais par exemple le Brie à Savarin, un Imperial Stout, ça se marie très très bien ensemble. Par contre, je vais être désolé, messieurs, dames, on est pris par le temps, nous sommes à la radio, j'en suis vraiment désolé, je pense qu'on serait resté 1 heure ou 2 de plus. J'espère qu'on vous a fait découvrir, oser, bière, fromage, sinon vous contactez Roxane. On peut te contacter comment? Via ta page WordPress? Via ma page WordPress. Après, si vous avez les réseaux sociaux, là où je suis le plus actif, c'est Instagram, donc bière et fromage tout attaché au pluriel. Après mon numéro de téléphone pro, donc 06 09 78 76 02 ou par mail. Voilà, donc particulier ou professionnel, si vous voulez animer votre restaurant, voilà. Oui, ça peut être pour des anniversaires, tu fais une grande fête, tu fais ça, c'est très sympa. Enterrement de vie de garçon ou autre, c'est sympa. Clairement. Voilà. Puis des analyses sensorielles aussi pour les brasseries, les fromageries. Oui, pour des séminaires d'entreprise, pour un truc comme ça, tu interviens. Aussi, pour des CE, ça m'arrive d'intervenir pour des CE. Avec des alternatives sans alcool aussi, c'est possible. Voilà, donc restez pas fermés à cette idée. Du moment que c'est pas sans lactose, ça va. Oui, ça risque d'être compliqué. Voilà, c'était Gastronomiquement Vôtre. Retrouvez le podcast sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, sur toutes les box, SFR, Bouygues, Free, tout ce que vous voulez bien. Sur YouTube aussi, grâce à Mathieu. Nous sommes partout, omniprésents. Merci encore Lucie à la technique. Et voilà, et comme disait Joël Robuchon. Et bon appétit, bien sûr.